Bonjour à tous, bienvenue pour cette quotidienne du mercredi 28 octobre. Au sommaire aujourd'hui, voyage en plateau, le vice-président de la Fédération suisse du voyage, Stéphane Jaillet. En sport, petit tour du côté des patinoires, Joël Brunner prend la température en compagnie de Marion Fischer, la coach du forward Morges féminin. L'équipe féminine profite de ce temps de pause pour sortir son calendrier sexy, attention les yeux. En culture, le célèbre photographe Gilles Caron est à l'honneur pour une double exposition à la Galerie Focale, mais aussi au Château de Nyon. Visite en images, bien sûr. Retour de vacances et on pense déjà aux prochaines. Que pourra-t-on faire et où pourra-t-on partir à Noël? À l'heure où l'on enregistre cette interview, la Confédération n'a pas encore fait ses annonces, donc rien n'est sûr. Une chose est sûre, la Fédération suisse du voyage se réunissait mardi avec son comité. Stéphane Jaillet, bonjour, merci d'être avec nous. Vous en êtes le président, vice-président, exactement, vice-président. Avant d'en parler, j'aimerais savoir, est-ce que les Suisses sont partis ces vacances d'octobre? Alors, extrêmement peu. Étant donné que sur la liste rouge de l'OFSP, plus de 70 pays étaient mentionnés. Donc c'est vrai que ça freinait ou ça a freiné beaucoup de prises de décision par rapport aux quarantaines qui étaient demandées lors du retour en Suisse. Donc on le voit, un secteur d'activité qui est chamboulé, cette première vague qui vous a beaucoup affaibli dans le secteur du tourisme, du voyage. Aujourd'hui, quelle est la vision de la société fêtière ? Alors, on a toujours une vision positive, puisque le voyage est positif, on crée des émotions, on crée des expériences, mais c'est vrai qu'on attend maintenant des solutions pragmatiques, concrètes, financières de la Confédération et des politiques. On a déjà atteint certains objectifs avec l'article 12 de la loi Covid où nous avons été validés comme cas de rigueur. Donc pour nous, c'est déjà une bataille qui a été gagnée. Mais c'est vrai qu'on attend maintenant des signaux concrets pour justement pouvoir continuer à donner des valeurs ajoutées aux clients, des conseils et des soutiens avant, pendant et après leur voyage. Des voyages qui ne sont pas encore tellement effectués sur 2020 pour les raisons qu'on connaît. Mardi, on apprenait également dans la presse qu'Alain Berset souhaite revoir les règles pour les voyageurs, des mesures qui devraient réduire de façon importante le nombre de pays figurant sur cette fameuse liste rouge. J'imagine que ça vous soulagerait. Oui, énormément. Alors, comme vous l'avez dit, on enregistre l'émission maintenant et on attend formellement une décision de M. Berset qui nous permettrait de donner un peu plus de flexibilité et de liberté de manœuvre à tous les clients et à toutes les personnes qui souhaitent voyager avec cette mesure de 60 cas en plus de la moyenne suisse, parce que pour l'instant, il y a une incohérence par rapport à cette liste rouge. Une liberté de manœuvre, ce serait aussi de fluidifier finalement le trafic, j'ai envie de dire. Vous proposez également que des tests soient mis dans les aéroports. Alors, c'est en phase de test sur l'aéroport de Paris. Il y a beaucoup d'aéroports internationaux qui sont sur cette idée. Et c'est vrai que ça nous permettrait de pouvoir donner l'opportunité aux voyageurs de partir sans avoir la servitude d'une quarantaine. Si on parle aujourd'hui du chiffre d'affaires de ce secteur d'activité qui est mis à mal pour cette première vague, qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport à l'année précédente, la situation actuelle aujourd'hui? Alors malheureusement, nous sommes à plus de 90% de retrait. Certains acteurs sont à plus de 95, voire 100% de non-facturation, de non-chiffre d'affaires, en fonction de leur thématique, en fonction de leur destination et en fonction de leur segment client. Donc c'est vrai que plus de 90% du chiffre d'affaires ne s'est pas réalisé en 2020 comparé à 2019. Vous-même, vous êtes directeur d'une agence de voyage. Quelles conséquences est-ce que ça a, cette baisse de chiffre d'affaires? Alors on a dû malheureusement se séparer de 20% de notre effectif. Nous étions 20 personnes, nous sommes maintenant 16 personnes. Et il est vrai qu'on doit encore prendre des décisions pour la suite en fonction de l'évolution de la situation. Combien de temps est-ce que vous pouvez encore tenir dans la situation où vous êtes? Alors chaque acteur a une situation de trésorerie un tout petit peu différente,
mais je dirais que jusqu'à la fin de l'année maximum, on va donner une moyenne, jusqu'à la fin de l'année maximum, on peut tenir. Il y en a déjà qui ont lâché, malheureusement. Mais ce que la Confédération nous dit et les cantons qui peinent à prendre des décisions et des positionnements nous parlent de février-mars. Et là, ça va être extrêmement dur de tenir jusqu'à cette période-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire ou non que la Suisse veut encore de ce secteur d'activité? Alors, on s'est posé la question à la fêtière et on se la pose depuis plusieurs années. L'évolution de la situation depuis l'arrivée d'Internet, avec une perte de 50% du secteur d'activité, avec l'arrivée du tourisme de masse qui ne nous concerne plus parce que le tourisme de masse, maintenant, les clients font eux-mêmes. Et c'est vrai qu'on n'a rien à amener à ces clients qui double-cliquent sur une compagnie aérienne, qui double-cliquent. Vous dites qu'une agence de voyage, c'est futile? Non, pas du tout. C'est justement pas futile. Pourquoi? Parce qu'on amène une valeur ajoutée que le tourisme de masse ne va pas chercher. Donc on amène des conseils avant, on amène un soutien avant aussi, pendant et surtout après. Et on l'a vu avec la crise Covid 2019. Le nombre d'efforts qu'on a dû faire pour justement, entre autres, la DFAE, mais aussi des clients existants qui étaient bloqués dans certains endroits, des clients qui voulaient aller retrouver leur famille, des clients potentiels qui avaient double-cliqué, donc qui avaient pris leur propre initiative. On leur a donné un coup de main et on espère, et on le sait, que la valeur ajoutée d'une agence de voyage, elle est concrète et absolument pas futile. Donc aujourd'hui, le rôle des agences de voyage change quelque peu. Moi, par exemple, si je prends un billet d'avion, que je pars, je n'ai plus forcément envie d'y penser à toute cette situation. On a envie de se laisser aller, profiter, les émotions, comme vous me disiez tout à l'heure. Est-ce que c'est le rôle d'une agence de voyage de justement d'avoir ce souci de prendre soin de ses clients et de leur dire, bah voilà, aujourd'hui la situation est compliquée, il faut rentrer, voilà ce qu'on vous propose, c'est ça? Alors, c'est même pas un rôle, c'est une mission. Si on vient chercher le conseil, on vient chercher un échange entre humains et on vient chercher aussi des conditions extrêmement formelles. On utilise aussi Internet, hein, on n'est pas à côté d'Internet, on utilise les outils, mais on les utilise tous les jours et on utilise tous les jours les mêmes. Donc on arrive à donner une objectivité de l'offre, une objectivité de la situation que le client est en mesure d'attendre s'il pousse la porte d'une agence. On a parlé ici de voyage de loisirs. Un autre secteur dans la région, c'est le voyage d'affaires. Beaucoup dans le tourisme ici se posent la question de qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que ce secteur-là aussi il est mis à mal? Alors il est extrêmement touché, encore plus que le voyage touriste ou touristique, avec l'arc lémanique, avec toutes les multinationales, toutes les sociétés internationales, toutes les PME qui exportent, qui envoient des commerciaux aussi sur place. Et c'est vrai qu'on parle peu, malheureusement, de ce canal voyage d'affaires dans le secteur d'activité qui nous touche. Mais oui, ils sont extrêmement mis à mal, d'autant plus que le 95% de leurs produits, les produits qui est vendu, les services qui sont vendus, touchent l'aérien. Et l'aérien, comme vous le savez, est de nouveau lié à cette liste rouge, à une évolution globale, européenne, internationale. Et c'est vrai que si les avions ne partent pas ou ne desservent pas telle et telle destination, c'est encore plus compliqué d'envoyer des gens pour faire du commerce. Et j'aimerais prendre votre cas personnel, puisque sur les réseaux sociaux, allez avant-le cet été, vous étiez quelque peu fâché, hein, vous nous disiez, mais finalement, la Confédération nous dit rester en Suisse. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Alors je ne suis pas resté en Suisse, je suis parti en Corse, l'île de Beauté, mais avec le secteur d'activité, on a mis en avant pas mal d'opportunités sur la Suisse. On a donné ce soutien-là, mais il est vrai que c'était un peu limité. Pourquoi? Parce que justement le Suisse sait voyager en Suisse et sait où trouver des solutions, mais on a pu quand même donner une valeur ajoutée pour les personnes qui se sont appuyées sur les services d'une agence de voyage. Du coup, qu'est-ce qu'on peut espérer pour nos vacances de Noël? Ben déjà d'y arriver, mais surtout de passer de très bonnes vacances. Ce qu'on espère, et on le voit avec certaines compagnies aériennes comme TAP Air Portugal, qui a remis des vols sur Porto depuis le 15 décembre. Donc ça montre aussi, avec la configuration et la segmentation ethnique qu'on a sur la Suisse romande et en Suisse, qu'il y a cette volonté. On espère vraiment que tous ces gens puissent aller dans leur famille et vice-versa. On espère aussi que le secteur d'activité va encore recevoir cette confiance des politiques et de la Confédération.
Et on y croit parce que ce secteur d'activité est par définition optimiste. On a vu beaucoup d'épreuves, on a été confronté à beaucoup d'épreuves depuis plusieurs années. Je dirais les plus grosses épreuves en fonction de la technologie, c'était avec Internet il y a 20 ans. Et là, avec tout ce qui s'est passé pendant ces 20 dernières années, on a su réagir et on a su garder justement une valeur ajoutée pour nos clients. Et faire en sorte que les familles puissent se retrouver à Noël. Stéphane Jaillet, vice-président de la Fédération Suisse du Voyage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir, merci de l'invitation. La Ligue amateur de hockey sur glace a décidé d'interrompre tous ses championnats avec effet immédiat, et ce pour le plus grand malheur des joueuses du HC Forward Morges qui devaient disputer leur premier match samedi. Marion Fischer, tu es la coach de l'équipe de Ligue nationale D, et la nouvelle de ce week-end, elle est frustrante. Finalement, c'est la saison qui s'interrompt avant même d'avoir commencé. Ouais, malheureusement, on était prête pour ce match, et puis on a su le vendredi soir, juste avant l'entraînement, la semaine dernière, que le match était annulé. Il devait avoir lieu jusqu'avant l'entraînement, ça devait être 20h ou 21h. On était encore sûr que le match avait eu lieu, le club nous avait donné l'accord, l'équipe adverse était d'accord de jouer aussi, vu que les nouvelles mesures du canton de Vaud allaient dans notre sens aussi. On s'est dit qu'on allait pouvoir jouer, mais on a reçu la nouvelle de la Ligue par mail, comme quoi tous les matchs étaient annulés, donc on n'a pas pu jouer le dernier match, enfin le premier match de coupe et le dernier match qu'on pouvait potentiellement jouer. Tous les matchs et aussi tous les entraînements, c'est valable absolument pour tout? Ouais, alors la Ligue nous interdit de jouer les matchs, mais après avec les mesures du canton de Vaud, on peut pas jouer, on peut pas faire les entraînements, tout ce qui est sport de contact, c'est interdit, donc qui est sur glace aussi, donc tous les entraînements, les 2 entraînements qu'on a par semaine, ils sont annulés aussi jusqu'à nouvel avis. À défaut de parler des matchs, on va donc parler de l'équipe qui se porte très bien, hein, une vraie ambiance, presque une vingtaine de joueuses dans le contingent de ton équipe. Comment est-ce qu'on explique cette réussite? Je sais pas, on a toujours eu un peu cette ambiance de famille, donc c'est un petit peu l'essence de notre équipe. Donc c'est vrai que chaque année on a des départs, évidemment. La vie fait que on a des filles enceintes, on a des filles qui sont parties à l'étranger, il y en a qui ont même arrêté le hockey. Mais on a de la chance parce que on a toujours des nouvelles qui viennent s'intégrer au groupe. Et le but premier de notre équipe, c'est d'intégrer les nouvelles. Donc ça se passe toujours très bien. Là, cette année, on a quand même pas mal de monde. On a j'ai à peu près 18 licenciés et puis quelques filles qui font pas encore le championnat parce qu'elles viennent de commencer. Donc ça se passe vraiment bien. Puis on a un super staff aussi qui travaille beaucoup dans ce sens-là. Il y a quelque chose qui illustre très bien cette bonne ambiance d'équipe, c'est votre présence sur les réseaux sociaux. Durant la pause, la première pause en mars, vous aviez notamment fait parler de vous avec différents types d'exercices à reproduire chez soi. Là, vous allez mettre quelque chose en place à nouveau? Oui, alors on a déjà commencé. Vous pouvez aller nous suivre sur notre page Instagram, sur notre page Facebook. On a commencé à faire des présentations de chaque joueuse. Donc, vous en aurez 2 ou 3 par semaine. Ça va dépendre de la cadence, mais des présentations par joueuse, les centres d'intérêt, puis 2-3 petites questions assez sympas. En plus de ça, on a un projet de vidéo qui est en cours. Ça, on vous en découvrirez un petit peu plus les semaines prochaines. Et puis, on a toujours le calendrier qui est en vente en précommande. Et là, il est actuellement chez notre imprimeur. Alors, est-ce que tu peux justement nous donner un petit avant-goût? Je sais que tu as préparé quelque chose. Alors, le concept, c'est comme chaque année, c'est un calendrier entre guillemets sexy. Voilà, alors en fait, ça sera un calendrier nu artistique qui est fait par un ami à moi qui est un très excellent photographe, Yannick Kolaidzi. Vous pouvez aller voir son site internet aussi, c'est ycp.ch. Chaque année, en fait, il nous fait le calendrier. Et chaque année, c'est encore plus beau, quoi. Je peux vous montrer un petit exemple de l'année dernière aussi. Comme ça, vous pouvez voir quel format il a aussi. Donc, voilà, en gros, chaque mois, on a une nouvelle fille. Donc, il y en a qui sont un peu plus dévêtis que d'autres. Et puis voilà, donc nous, on vous montre que la couverture pour le 2021 et on compte sur vous pour l'acheter et nous soutenir. Merci beaucoup, Marion Fischer. Le calendrier, il est en précommande et la saison, pour l'instant, elle est en suspens. Merci beaucoup.
Double zoom sur le célèbre photographe Gilles Caron. La Fondation Gilles Caron et le Château de Nion proposent en partenariat une exposition consacrée aux photographes à découvrir jusqu'au 15 novembre au musée lyonnais et à la galerie Focal. Photographe reporter entre 1965 et 1970, il réalise plus de 500 reportages. L'exposition retrace ses plus beaux clichés au Château de Nion mais aussi à la galerie Focal. Et à noter qu'une projection du film documentaire sur le photographe Histoire d'un regard sera diffusée le 31 octobre au Château de Nion à 16h. Le rôle de la Fondation est de faire connaître l'œuvre de Gilles du grand public. Donc Gilles Caron est un nom connu des professionnels de la photographie, mais moins du grand public. On connaît certaines de ses photos, mais on ne les lit pas forcément à lui en tant que personne. Une icône dans son rôle, un peu un des pionniers de ce qu'on appelle aujourd'hui le photojournalisme, un photographe de guerre, mais pas seulement. Donc on le connaît surtout pour certaines photos qu'il a fait à Paris en mai 68. On connaît certaines de ses photos qu'il a fait aussi au Biafra et au Vietnam. Mais sa photo reste actuelle. Les images que vous voyez aujourd'hui, que je découvre avec vous, sont tout à fait contemporaines. Lui disait, c'est pas parce qu'on montre une image violente qu'on est forcément juste, et c'est pas forcément être au cœur de la violence pour filmer la violence. Donc lui, c'est être à la bonne distance pour prendre, pour moi, de très très belles photos, de très très belles images. Il a vraiment un sens de l'esthétique, un sens du cadrage qui est évident. On peut aussi le constater dans ses planches contact. Quand on regarde une planche contact, si le photographe est un mauvais photographe, on va voir qu'il hésite beaucoup. Il va faire de nombreuses photos avant de trouver la bonne photo. Chez Gilles, c'est très rapide. On voit qu'il fait très peu de photos et il photographie souvent très très juste. Et ça, c'est une source, c'est une mine d'or en fait pour les chercheurs, que la Fondation puisse mettre à disposition des chercheurs les planches contact, puisqu'on comprend mieux, on peut mieux comprendre comment une photo naît. Il y a avant la bonne photo, après la bonne photo. Et c'est intéressant de voir ça sur les planches contact. Nous avions déjà collaboré par le passé avec Focal. C'était souvent des expositions organisées par les membres de Focal même. Et cette fois, c'est la Fondation Gilles Caron qui expose donc à Focal. C'est Aurélien qui a imaginé la mise en scène et qui organise le montage. Moi, c'est une découverte finalement de ce qui peut se faire ici à l'intérieur avec un regard un peu autre. Ce qu'on voulait faire, en fait, c'est une exposition photographique avec des images couleurs en cibachrome qui sont à la galerie Focal et la projection du film autour de Gilles Caron et une exposition qui est plus concentrée autour d'un hommage à son travail, autour de son œuvre, qui puisse accompagner le film et qui permette en fait de faire plutôt une discussion entre le film et les images exposées. Là, on a une image de Gilles. Je trouvais qu'il y a quelque chose, vu qu'on est aussi sur une exposition qui est liée à sa mémoire et tout, je trouvais que c'était important qu'on puisse le voir. Après, il y a cette image qui est iconique, quoi, qui est une image de mai 68, c'est très symbolique. Et en plus de ça, il y a toute la puissance en fait du mouvement et de ce qui va se passer. Et on a tous vu cette image un jour ou l'autre, sans peut-être savoir que c'était Gilles Caron, mais ça c'est vraiment une image iconique qui rentre dans l'histoire de la photographie. Là, on est sur Kennedy et sa femme, et Jackie Kennedy, mais il y a quelque chose de très beau. Il les a pas photographiés en face, il les a photographiés depuis l'arrière, donc il y a une intention aussi du photographe. Il y a presque quelque chose de prémonitoire. Je ne sais pas comment expliquer, je trouve. Alors c'est l'histoire qui a fait ça aussi, mais il y a quelque chose de très symbolique et très fort. Et quand on parlait d'un bon photographe avant, là il y a aussi toute l'intention en fait. Cette décision d'avoir gardé cette image. C'est tout pour cette quotidienne du mercredi 28 octobre. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Très belle soirée à tous.